Suspense. Bon, en général, on a de toute façon un petit délai de latence entre nous et le live. Bonjour à tous et à toutes. Si vous êtes là, si vous nous entendez, je vous invite à nous faire signe à travers un commentaire dans le chat. On sera super contente de s'assurer que tout fonctionne bien. C'est toujours un peu le suspense. En tout cas, bienvenue sur ce nouveau live LinkedIn, la caméra café du recrutement. Un format qui est initié par Thalys, nos amis Thalys et Sylvia qui doit être dans les coulisses en train de nous écouter. Moi, je suis trop contente de démarrer l'année à vos côtés. En plus, sur un sujet qu'on a un peu mijoté juste avant Noël, qu'on a réfléchi. Voilà, je vais juste attendre quelques petites secondes et m'assurer que tout fonctionne. Je crois que c'est bon. J'ai Sylvia qui me dit si c'est bon, ça marche. Bon, ben voilà, super, ça fonctionne. Déjà, pour commencer, bonjour Anne, bonjour Tania. Moi, je suis trop contente d'être avec vous. Après tout, on peut se dire que des personnes ne vous connaissent pas encore, bien que ça m'étonnerait vraiment grandement. Mais allez, hop, on va faire la petite minute présentation. Anne, est-ce que tu veux bien un petit peu nous dire qui tu es, ce que tu fais de beau, pourquoi tu es là aujourd'hui? Puis après, on passera la main à Tania. Donc moi, je suis Anne Brochard, je suis la dirigeante de l'Étincelle RH que j'ai créée il y a 15 ans. Je suis une vieille. Ça fait plus de 20 ans que je fais du recrutement. Comment ça? C'est quoi ça? Non, t'aurais dû dire ça se voit pas. Mais t'as vu ma surprise? Comment ça, t'es vieille? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Et je suis psychologue sociale de formation et j'ai toujours été psychologue d'ailleurs dans mon job. Voilà. Donc depuis, je garde farouchement ça en tête et donc du coup avec un goût certain pour la notion de personnalité et d'aptitude cognitive. D'où ta Voilà. présence aujourd'hui, entre autres. Voilà. Super. Et Tania, qui est là aussi. Moi, c'est Tania, je suis formatrice au sein de l'école du recrutement depuis 3 ans, mais je ne suis pas toute jeune non plus. J'ai dû commencer dans le monde du recrutement il y a à peu près 14 ans. Et j'ai commencé dans un pôle de création de tests psychologiques à la SNCF. Donc c'est vrai que ce sujet de l'évaluation est un sujet qui me suit depuis très longtemps. Depuis très longtemps et donc j'ai aussi été recruteuse, responsable recrutement et j'ai aussi fait un doctorat sur la thématique de l'expérience candidat. Donc c'est un peu avec tous ces aspects que je vois la problématique des compétences. On peut donc faire un doctorat sur l'expérience candidat, je trouve ça assez dingue. Oui. Alors je t'avoue qu'en 2008, quand j'ai commencé à parler du sujet à des recruteurs, tout le monde me voyait comme une zinzin. Oui. Tu m'étonnes, Voilà. c'est original. En tout cas, merci à vous d'être là. Bonjour à tout le monde. Alors, j'ai vu quelques noms passer. J'ai vu Claire, Sébastien, j'ai vu Élie, évidemment Sylvia qui est dans les parages. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui. On démarre l'année en beauté. On s'était quitté, je crois, en novembre, si je dis pas de bêtises. On a fait un dernier live avec Hélène et Virgile sur le sujet de l'annonce. Et bien, aujourd'hui, on continue notre cheminement côté recrutement avec des réflexions autour d'un sujet qui fait encore et toujours débat, et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce qu'il y a souvent cette question qui peut se poser, est-ce qu'il faut choisir entre compétences techniques et personnalité quand on recrute? Mais en fait, la vraie question, c'est est-ce qu'il faut faire un choix, en fait? C'est ça, finalement, là, je spoil un peu ce qui va être abordé aujourd'hui, mais la vraie question, c'est pourquoi il faudrait faire un choix? Est-ce qu'il faut faire un choix? On est là pour à peu près 3/4 d'heure ensemble. Comme à chaque fois, je vous le dis, ce live, c'est le vôtre. Alors, vraiment, profitez-en pour poser des questions si vous le souhaitez ou rebondir, réagir. Moi, je me ferai un plaisir de relayer vos messages auprès de Anne et de Tania. Et puis, je vous propose que sans plus attendre, on se lance. Déjà, peut-être un peu en intro, Anne et Tania, est-ce que ça vous dit qu'on fasse un petit peu un constat? Déjà, pourquoi ce sujet? Pourquoi vous, d'ailleurs, l'invitation, ça vous a parlé? Voilà, je vous laisse réagir pour donner un peu du cadre à ce live. Tu veux commencer, Tania? Ouais, je veux commencer déjà sur un premier point où Anne et moi on a été très vite d'accord. C'est l'aspect personnalité. En fait, quand un recruteur vient et dit moi je recrute à la personnalité, la première question que je lui pose pour challenger ça et voir si vraiment il recrute à la personnalité, c'est ok, comment tu l'évalues? S'il n'y a aucun moyen d'évaluation, en fait, je recrute à la personnalité, c'est je recrute au feeling. C'est un synonyme, en fait. Et recruter à la personnalité,
qui est de se dire, je recrute des gens que j'aime bien, avec qui ça matche bien, avec qui j'ai envie d'aller boire un verre. Ça, c'est pas vraiment un recrutement à la personnalité, c'est un recrutement. C'est un recrutement à la bière. Exactement. Donc en fait, déjà définir en fait, lorsqu'on va parler de personnalité aujourd'hui, on parle vraiment de la personnalité telle que définie par la science psychologique. Et donc en psychologie, la personnalité, on l'évalue selon 5 facteurs de personnalité et seulement ceci. On ne va pas extrapoler ailleurs. Ok, très clair. Moi, Il y a ça Émilie, il y a Émilie qui nous dit le feeling, c'est le mal. Du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, vas-y Anne, je te laisse un peu nous éclairer sur le sujet et pourquoi ce sujet. Ouais, moi, ce sujet, en fait, l'étincelle RH, je l'ai créé pour justement aborder de façon plurielle et globale une candidature dans le cadre d'un recrutement. Bien sûr qu'il y a des compétences techniques sur lesquelles on ne va pas pouvoir faire l'impasse. Ingénieur électricien, c'est ingénieur électricien. Enfin bon, je prends une caricature. En revanche, la notion de personnalité, c'est ce qui va faire le match avec ma culture d'entreprise, mon orga, ma période, les enjeux du moment, les ambitions, les acteurs qui sont en place. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est essentiel parce que c'est ce qui va faire qu'il va y avoir durabilité malgré tout, je trouve, dans l'organisation. Et ça m'a interpellée quand tu as évoqué le sujet parce que je me suis dit, mais en fait, on est encore à se poser ces questions-là. Donc, c'est éternel débat et je trouve ça passionnant. Et je le trouve d'autant plus d'actualité, c'est que là, on voit bien que le contexte il est super mouvant, hyper dur. Il y a une vraie imprévisibilité des phénomènes, des incertitudes et voilà, des perspectives qui sont compliquées pour pas mal de boîtes. Donc, qui est-ce que je dois recruter dans ce moment-là? Et en fait, là où, quelque part, il faudrait justement à fond encore plus s'appuyer sur la personnalité des gens qui vont pouvoir s'acclimater, évoluer et du coup grandir avec la culture de la boîte, conserver son ADN et en même temps en étant en capacité d'aller peut-être vers le projet, on voit aussi quand même des biais se mettre et un repli sur à fond les compétences techniques et le niveau d'opérationnalité des gens. Donc il y a une espèce de truc un peu comme ça, hyper distordu, alors même que c'est l'occasion quand même de justement se baser sur la perso à fond. Et d'autant plus de ce que tu disais, Tania, pousser sur c'est quoi ma personnalité, comment je l'évalue. J'ai aussi l'impression qu'on oppose pas mal de notions, compétences, personnalité, savoir-faire, savoir-être. Peut-être un peu en guise de base, pour poser les bases de ce live, est-ce que ça vous dirait, en même temps je vous dis ça, mais vous n'avez pas le choix, de nous aider un peu à clarifier ce qu'est une compétence? C'est tout bête comme question, mais déjà c'est la base. Est-ce que tout le monde comprend bien de quoi on parle quand on parle d'une compétence? Alors qui se lance là? Vous pouvez vous lancer à 2, ceci dit. Comme tu veux, Tania. Vas-y, moi je suis pas prête sur ce sujet. La compétence. J'adore. Je suis pas prête à dire. Non, mais déjà, de quoi on parle? Il y a les compétences en RH, on entend parler de 2 sortes, les compétences techniques et les compétences comportementales. Les compétences techniques, c'est effectivement d'avoir intégré un savoir-faire sur la base d'un mélange entre la pratique, entre la connaissance et entre ce que je suis capable de faire. Et puis après, en tant qu'individu, en ce que je suis, ma capacité de réflexion. Puis il y a effectivement les compétences comportementales qui sont de l'ordre ce qu'on va appeler le savoir-être, en fait, dans l'organisation, dans une équipe, dans un travail qui puisse être solo. Donc, ça va toucher les compétences relationnelles, les compétences managériales, aussi la logique de gestion du stress, par exemple, les logiques organisationnelles. Donc, tout ça va faire partie des compétences comportementales. En revanche, quand on dit compétences comportementales, et Tania, je te laisserai peut-être préciser ce point-là, c'est qu'il y a la notion de compétences comportementales et la notion de personnalité. En fait, c'est pas toujours la même chose en réalité. Il y a la personnalité, ce qui est structurellement constitutif de l'individu, et je pense que tu pourras revenir sur les 5 grandes dimensions parce qu'effectivement, elles sont top et elles sont comme ça, et on n'a pas rebâti 10 000 théories de la personnalité depuis 40 balais en réalité, donc le truc il fonctionne quand même bien. Mais donc il y a la personnalité structurelle par rapport à ces 5 dimensions, puis après il y a les compétences comportementales qui ont été acquises par pratique et par formation et par tout un tas de stratagèmes d'acquisition de connaissances sur la base de ma personnalité, en fait. Et là, c'est vraiment 2 choses différentes. J'ai rajouté juste une troisième, après je te passe à Tania, c'est les réactions
qui sont encore autre chose. Et parfois, on a la surface émergée de l'iceberg sur des attitudes réactives par rapport à des contextes, des événements, qui peuvent être à l'illustration d'une personnalité, mais qui ne sont pas la personnalité de l'individu. Ouais. Moi, en fait, c'est pas une question bête. Qu'est-ce que ça veut dire une compétence? J'ai écrit un article sur le sujet et je me suis rendu compte que la définition, même dans le Larousse, elle est totalement floue et elle correspond pas du tout aux usages qu'on en fait dans le monde professionnel. Je vous invite à aller voir les définitions de compétences dans les dictionnaires. C'est pas du tout la façon dont on l'utilise. Et c'est là où, en fait, utiliser un modèle académique que j'aimais pas du tout quand j'étais étudiante. Vraiment, lorsqu'on m'expliquait ce modèle en tant qu'étudiante, je me disais, mais c'est nul, je vois pas l'intérêt. Mais au final, dans ma pratique, en fait, ça m'a permis de vraiment arriver à catégoriser de quoi on parle. Et donc, je rajouterais juste deux catégories par rapport à ce que Anne a dit. En fait, dans les compétences, il y a aussi les connaissances. C'est-à-dire qu'est-ce que je suis capable de dire et de déclarer à l'instant T. Donc déjà, on peut vouloir, des fois, on a besoin de... ça peut être une connaissance. Ensuite, oui, ça peut être ce qu'on appelle compétence, mais qu'on peut aussi appeler plutôt savoir-faire ou habilité. Le vrai terme technique, c'est habilité. Donc on peut avoir des habilités techniques, mais on peut avoir aussi des habilités relationnelles. Et là, ça reprend vraiment toute la définition que Anne a fait sur les compétences. La quatrième catégorie, c'est des fois en fait aussi une compétence, ça peut être une aptitude soit cognitive ou physique. Vous voyez, en fait, j'ai besoin de recruter un pompier, j'ai besoin qu'il ait telle compétence physique, de la force. Et ça, c'est une compétence dans certains métiers aussi. Et la quatrième catégorie, ça va être aussi la personnalité. Qu'en vrai, dans les modèles académiques qui sont aussi rangés dans le grand nombre de compétences. Et là, la différence, c'est que la personnalité que l'on a, elle est assez stable, elle est profonde. C'est comme le bas d'un iceberg. C'est vraiment la face vraiment cachée dans notre cerveau. C'est ma personnalité, la vraie personnalité. La question, c'est qu'est-ce que j'arrive à exprimer, vous voyez, de façon visible dans le haut de l'iceberg. Et ça, en fait, la façon dont je vais utiliser ma personnalité, est-ce que j'arrive à utiliser mes forces ou pas dans un contexte professionnel, c'est là où il va y avoir une différence entre ma personnalité profonde et mes savoir-faire relationnels. En fait, ma personnalité va aider à ce que je développe des savoir-faire relationnels, mais ma personnalité toute seule ne suffit pas à développer ces savoir-faire relationnels. Il faut un peu de pratique. En fait, j'ai besoin de pratique pour développer ces savoir-faire relationnels. Et même si je n'ai pas la personnalité qui est liée au bon savoir-faire relationnel, je peux l'apprendre. En fait, c'est pas un savoir-faire, c'est pas quelque chose de figé. C'est juste que je vais peut-être avoir plus de mal à l'apprendre, je vais avoir besoin de plus de temps. Et c'est là où il faut bien différencier à quel point la personnalité va avoir un impact sur nos compétences relationnelles. C'est pas automatique. Et vous savez, des fois, on voit des posts un peu en mode inspirationnel, avec des phrases un peu toutes faites. Et je pense à une phrase qu'on a pu voir parfois où il y a écrit, je sais plus la formulation exacte, mais c'est du genre recruter les gens pour leur personnalité et pas pour leur compétences. Alors du coup, bon, il y a un peu une confusion sur ce qu'est la compétence peut-être, mais parce que le savoir-faire, ça peut s'apprendre, alors que la personnalité, non. Mais il y a un peu une phrase comme ça qui laisse entendre que faut recruter les gens pour ce qu'ils sont et pas forcément pour ce qu'ils savent faire, parce que ce qu'ils savent faire, ça pourrait évoluer, alors que ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils sont et ça changera pas. Et du coup, moi, ça m'éveille un peu des interrogations par rapport à la personnalité, à savoir, est-ce que c'est quelque chose qui peut quand même évoluer? Est-ce que tu disais par rapport à la notion de figé, pas figé, il y a aussi la notion de inné, de acquis, il y a plein de choses à explorer autour de la personnalité. Et moi, j'aimerais bien peut-être comment dire, enfin que vous, parce que ce sont vous les experts, mais que vous nous apportiez un peu d'éclairage sur ça, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un sujet qui est très confus. Il y a beaucoup de confusion en fait autour du sujet de la personnalité. Ce que tu disais là par rapport à la citation, je vois bien là l'espèce de truc qui sort Tu vois le parfois. genre? Ouais, autant je défends la notion de personnalité, de potentiel, ce qui relie d'ailleurs la notion de personnalité et d'aptitude cognitive dont tu parlais, C'est Tania. plus ça, ouais.
et d'aptitude physique aussi, parce qu'effectivement, quand tu es pompier de Paris, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même avoir un truc. Ben voilà, d'ailleurs, à la preuve, je pense que les examens sont assez physiques et moi, je ne tenterai pas le coup, par exemple. Mais c'est à la relativité près que quand même, l'entreprise, elle s'inscrit dans une nécessité à un moment donné, dans un espace marché commercial donné. Et, pardon, et du coup, tu as besoin quand même d'avoir un certain acquis déjà à un stade donné. Si je suis une boîte, je sais pas moi, un bureau d'études en électricité, je reprends mon exemple de tout à l'heure, soit j'ai vraiment je m'inscris dans du temps long et donc je vais recruter des alternants, des jeunes ingés, je vais les former, etc. Soit je suis dans des logiques un petit peu plus temps court. C'est ça qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, la compétence technique, on va la chercher un peu avec des œillères. Je suis dans un temps plus temps court et là, j'ai besoin du gars qui a 10 ans d'expérience parce qu'en fait, il faut qu'il aille tout de suite quand on a des marchés à capter et que j'ai pas le temps. Donc, je vais être moins regardant sur la notion de personnalité. Ça, c'est le truc dommageable quelque part. C'est que, donc, effectivement, la notion de temps et de concurrence fait que je suis dans une capacité plus ou moins fine de pouvoir accompagner, aller chercher plus la personnalité que la compétence technique. Mais en réalité, quand je dis ça, c'est pas non plus pour donner raison à ceux qui disent non, bah oui, donc la compétence technique avant tout. Non, parce qu'il reste quand même toujours une part de personnalité. Une fois que le gars, l'ingénieur élect, il est là avec ses 10 ans d'expérience, si en fait, il n'est pas dans une, je sais pas moi, une culture hyper collective ou d'innovation comme est la boîte, c'est pas un mec qui est explorateur, qui a pas la capacité à ouvrir un petit peu ses systèmes, à aller tester des choses. Au contraire, il est plutôt dans des conventions, dans des choses très cadrées. À un moment donné, ça va gratter. Qu'est-ce que ça fait sur la relation client, Il manque un truc dans l'équation, en fait. Il va manquer un truc dans l'équation et du coup, ça fait quoi? C'est le temps que j'ai gagné avant, quelque part, je le perds après parce que mon cycle d'usure de la collaboration va être beaucoup, beaucoup plus court. Donc, ça dépend aussi du contexte. Si, ouais. Mais on va venir, je pense, au sujet du contexte, l'importance du contexte, parce que ça dépend finalement du contexte. Mais juste avant ça, je vous propose qu'on voit un petit peu les réactions. Il y a eu quelques messages plutôt intéressants. Il y a Nadia qui nous dit, en plus de la perso, je cherche aussi à évaluer le fit culture du candidat avec la compagnie pour évaluer son engagement, sa motivation. Je pense que c'est encore un sujet un peu... parallèle, enfin, c'est ce que tu disais en intro, je crois que c'est toi, Anne, qui disait que ça avait un impact en fait sur l'intégration aussi. Alors, hop, je me remets dessus. On a Sébastien qui disait qu'est-ce qu'on met derrière le mot feeling? Est-ce qu'entre deux candidats, le fait de vouloir plus travailler avec l'un que l'autre parce qu'on le sent mieux au niveau culture fit est un recrutement au feeling, ce candidat bien sûr ayant les hard ou soft skills requis, tant que l'évaluation elle repose sur des critères objectifs, c'est pas du feeling, j'imagine. Tania? Oui, non, c'est clair. Si tu as évalué le culture fit et que quelqu'un correspond mieux à ta culture d'entreprise, c'est pas du feeling. On n'est pas obligé de recruter que sur des compétences techniques ou des aspects ou de la personnalité. Oui, il y a aussi l'adéquation avec l'entreprise qui est importante. Oui. Ça t'empêche pas de te dire peut-être que effectivement tu le sens pas. Mais ce qui est important, c'est de te dire, ok, mais est-ce que factuellement, effectivement, ça ne fonctionne pas? Pourquoi je le sens pas? En fait, pourquoi je le sens pas? Parce qu'en fait, j'ai noté qu'il y a 7 éléments qui a des risques pour mon culture fit, en fait, pour le culture fit. C'est toujours une prédiction. On prédit une compatibilité. Et alors, il y a Yann qui nous dit, si je comprends bien, donc il revient sur ce que tu disais tout à l'heure, Tania, ça veut dire que si on est sanguin, par exemple, et qu'on a des compétences en service client, la personnalité dirait qu'on est incompatible avec le poste, mais en réalité, on a la compétence et du coup, si on évalue la personnalité, alors il manque la fin du message, je suis où? On passerait pas l'étape, mais réellement, c'est la compétence qui est importante, non. C'est très intéressant parce que ça revient à ce que tu disais aussi, Anne, la notion de priorisation, en fait. Et ça dépend donc du contexte. Du coup, je vous propose qu'on parle justement de cette notion de contextualisation parce qu'en vrai, si on reprend la question de départ, personnalité ou compétences techniques, ça dépendra des contextes, parce qu'il y a des situations où on va prioriser certainement la personnalité et d'autres contextes où l'exemple des métiers très techniques, où là, c'est peut-être la compétence technique qui va primer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais. En fait, désolée, j'interviens. Vas-y. En fait, l'effet du contexte, c'est pas que lié au poste. C'est-à-dire que quand on dit, moi, je préfère recruter la personnalité,
de quelqu'un. Enfin, la phrase dont tu disais tout à l'heure, moi, c'est une personnalité que je cherche, les connaissances, ça s'apprend et compagnie. L'idée, c'est de savoir, ok, en fait, est-ce que tu sais quelle personnalité marche chez toi? En fait, quelle est, parce qu'en fait, donc, la personnalité, il y a 5 facteurs, ouverture, conscience, extraversion, agréabilité et névrosisme. L'acronyme, c'est Océan, c'est les 5 facteurs. Donc, sur ces 5 facteurs, sur un de ces 5 facteurs, c'est quoi en fait? C'est lequel de ces 5 facteurs qui permet de dire que quelqu'un est plus compétent dans le poste pour lequel tu veux recruter, en fait? Dis-moi vraiment, quel facteur tu as besoin, en fait? Quel type de personnalité tu as besoin? Et à cette question, en fait, la majorité des gens ne savent pas parce qu'ils utilisent le mot personnalité pour englober trop d'autres choses. Et pas un de ces 5 facteurs. Et c'est super important, même lorsqu'on utilise des tests, déjà d'avoir fait un peu cette analyse en amont, de savoir c'est quel facteur de personnalité qui va être une vraie plus-value pour ce poste. Et là, le problème, c'est qu'on va souvent avoir des stéréotypes. En fait, c'est là où en fait, on ramène des biais dans cette analyse-là. Et on va se dire, je cherche un commercial. Mon commercial, il faut qu'il soit super extraverti. Parce que c'est l'image qu'on a. Un commercial doit être extraverti. Au final, dans les recherches, les commerciaux introvertis réussissent aussi beaucoup. En fait, il n'y a pas de grosse différence. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est dans ton contexte, dans ta culture, avec ton type de management, est-ce que c'est les commerciaux extravertis qui réussissent ou est-ce que c'est les introvertis? Parce que la question, elle se pose toujours selon ton contexte. Pour répondre à cette question, en vrai, en psychologie, on a une méthode qui est très simple. C'est de faire passer le test à toutes les personnes qui font déjà le job dans ton entreprise. Tu fais passer toute une batterie de tests, tu les fais tous passer, et tu vois en fait tes top performers, ceux qui ont les meilleures performances sur le KPI important pour toi. C'est quoi? Est-ce qu'ils ont un trait de personnalité commun? Est-ce qu'ils ont une aptitude en commun? Est-ce qu'ils ont des connaissances en commun? Et tu compares ça un peu avec les personnes qui réussissent moins bien dans le poste. Et ça te permet ensuite d'avoir tes critères d'évaluation, c'est quel niveau de personne, c'est sur quel domaine de la personnalité qu'il est intéressant de recruter. Donc, c'est une espèce de cartographie, en fait. Et pour rejoindre ton propos, je trouve que, alors bon, nous, on fait beaucoup de formations aussi sur ces thèmes-là, donc forcément, ça me parle, mais je trouve qu'il y a une vraie éducation effectivement, à la méthodologie et à la grille de lecture sur ce qu'est la personnalité, ce qui la compose et ce qu'on met derrière. Et derrière certains termes, on met une foultitude d'interprétations et de résonances personnelles. Je prends le mot, par exemple, autonome. Quand on met 10 personnes autour de la table, je sais pas moi, 10 managers opérationnels qui vont recruter, ils vont avoir une définition différente les uns des autres. Alors que, a priori, c'est un terme qu'on utilise qui est à peu près mis dans 85% des annonces, même si je pense qu'avec l'école du recrutement, on est mortifié de le voir encore. Dynamique, je vous en parle même pas. Curieux aussi. Enfin bon. Et même si je tombe sur des choses encore plus singulières, les définitions sont différentes. Donc déjà, effectivement, comme dit Tania, de se mettre autour de la table en disant, OK, de quoi on a besoin en termes de personnalité, en termes de compétences. OK, mais quand tu dis personnalité, tu dis ça s'illustre comment chez toi, dans le boulot, comment il va falloir que ça s'incarne. Déjà, on commence à être précis. Et puis, malgré tout, faisant ce boulot-là, quelque part, on commence à travailler sa propre capacité de questionnement en entretien et après pour aller lire les outils qu'on viendrait utiliser, considérant, et là, je pense que la conversation va un peu vers ça, que l'objectivité vient et de la méthode et du croisement des sources d'infos. Tu n'as jamais raison. Il n'y a pas de test, même s'il y en a des très, très bons, il y a aussi des très, très mauvais. Gros warning, il y a vraiment des mauvais outils psychométriques, mais il y en a des très, très bons. Et ce n'est pas pour ça que ça a raison. Moi, j'entends dans les entreprises dire « Ah, mais le test, il a dit quoi ?» Non, mais le test, déjà, il ne parle pas, en fait, les gars. Hein. Le test, c'est une remontée statistique. Déjà, il faudra regarder si psychométriquement, le machin, il est bon. Et après, c'est qu'est-ce que j'en fais, comment j'en viens en discuter avec le candidat et comment je viens matcher ça avec ma grille. Et avec l'entretien que j'ai réalisé, où les questions, en fait, elles étaient intelligemment en correspondance avec notre grille de lecture préalable. Et effectivement, comme tu dis, Tania, c'est hyper intéressant de dire, mais en fait, c'est quoi les points de convergence? En fait, c'est des trucs qui se font beaucoup en interculturel. Moi, j'ai bossé en Algérie il y a plusieurs années de ça. C'était hyper intéressant parce que ça a été de retravailler la grille de mes outils
à la faveur de, en fait, l'interculturel. Donc, j'avais bossé mes trucs en amont, etc. Et trouver des points de convergence comme ça, en interculturel, ça se fait assez automatiquement. Mais en vrai, ça peut se faire effectivement dans toutes les équipes des boîtes. Et en fait, c'est hyper bien de regarder sa sous-population comme un ethnologue viendrait la regarder un peu plus précisément pour se dire, en fait, c'est quoi la sous-culture ici? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Qu'est-ce qui va faire que ça fonctionne? En faisant gaffe à pas normaliser, standardiser, évidemment. En n'allant pas chercher des clones, mais ouais, c'est hyper bien. Mais donc, la méthode, ouais, c'est essentiel. C'est la clé de voûte du recrutement. Donc si on parle justement, côté pratique et méthodologie, en fin de compte, la base, c'est le fameux brief avec ce travail un peu de débroussaillage. OK, tu veux un candidat qui a tel, trait de personnalité, mais qu'est-ce que tu mets derrière? Et questionner et creuser. Donc on en revient en fait toujours à ça. J'ai l'impression que quel que soit le sujet, quand on a parlé annonce il y a même pas 2 mois et la base c'était le brief encore. Enfin, c'est Le toujours brief. et encore le brief. C'est la base, de tout. De tout, de tout. Ouais, parce qu'on je dirais même plus largement, parce que le brief, c'est juste le moment du rendez-vous. L'audit. Ouais, toute l'analyse de Pour moi, c'est besoins, en fait, de ouais, les ouais, ouais. besoins. Enfin, qu'est-ce qui va provoquer qu'est-ce qui permet de détecter la performance chez quelqu'un? Parce que le but d'un processus de recrutement, l'objectif, en fait, c'est de pouvoir recruter des gens qui sont performants. Le premier, qui peuvent réussir le poste ou qui peuvent apprendre à faire le poste. Et donc, il faut bien rester sur c'est quoi les critères qui permettent de vraiment être performant chez moi. Et là, tu vois, ça fait le pont avec le commentaire de Daphné, sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est vraiment l'importance de cartographier, là, par exemple, pour l'exemple d'un commercial, elle dit: «On confond d'ailleurs beaucoup l'extraversion et l'introversion avec sociabilité et timidité. On peut être extraverti et timide et dans ce cas, difficile d'être commercial» ou en tout cas, c'est super important de bien clarifier les mots qui sont utilisés, en face pour s'assurer qu'on parle bien la même langue, en fait. D'ailleurs, les mots aussi, typiquement, là, c'est entre les définitions que les outils en donnent d'un point de vue plus académique, l'utilisation qu'on en a de façon hyper diversifiée chez les gens, il y a vraiment des écarts dingues. Donc, ouais, il faut le caractériser, l'illustrer, c'est hyper important. Donc on a parlé audit, brief, on va parler certainement entretien structuré à un moment donné, mais peut-être déjà quid des solutions, d'évaluation, les assessments, enfin peu importe comment on les nomme, les tests, ce genre d'outils. Je vois Alexandra qui dit: «Elle est alignée avec Anne, il faut pas oublier que les tests restent des outils à utiliser en complément d'autres outils de recrutement, scorecard, fiche de poste et cetera». Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous-même, vous en utilisez, vous, des tests en ligne? Alors, il en existe plein, il y a plein de marques différentes, mais est-ce que c'est des outils que vous-même, je crois qu'à l'Étincelle, vous avez une solution aussi, que vous utilisez, non? Il me semble, hein? Ouais, nous, on en a beaucoup, en fait. Donc, Ah oui? on en a sélectionné vraiment, enfin, de façon drastique, on a sélectionné des éditeurs dont les caractéristiques scientifiques et psychométriques sont vraiment hyper robustes. Il n'y en a finalement pas tant que ça. Et puis, ça a été aussi de choisir des outils qui ne sont pas forcément chez nos clients pour venir aussi pour être complémentaires avec eux et pas faire des effets de redondance. Et on a des inventaires de personnalité et des outils d'évaluation cognitive aussi. Là, c'est pareil. Enfin, moi, je suis pas très pro. En revanche, de dire l'intelligence, elle est multiple, elle se compose de plein de types de logiques, verbales, matricielles, numéraires, spatiales, la pensée critique, la capacité à diverger et pouvoir trouver plusieurs, enfin la créativité, en gros, la fertilité mentale. Enfin, il y a énormément de dimensions qu'on peut venir évaluer qui sont hyper intéressantes. Par contre, il faut choisir les bons outils à la va-vite. En fait, parfois, on utilise des outils en disant, ouais, non, mais nous aussi, on a des tests. Ouais, mais en fait, lesquels et comment ils sont utilisés. Et parfois, on fait pour faire, on casse une expérience candidat et pour un résultat, en fait, qui n'est pas apprenant et qui peut même soit provoquer, soit renforcer des biais, au final. Et Donc, Yann a très bien résumé, je trouve que c'est fantastique, je pense que ça rejoint tout ce que vous disiez. Si on résume, utiliser un test, ou recruter via la personnalité, s'il n'y a pas eu de vraie introspection par rapport à notre entreprise, les besoins du poste, notre propre définition du culture fit, même nos propres définitions des critères et des traits que l'on recherche, des compétences, c'est mal utiliser le concept, oui, du coup,
il faut qu'il en fait, il Si faut on qu'il s'est tout pas dit où on voulait aller, allumer la bagnole et avancer, bah oui, on va ouais, avancer. Après, est-ce qu'on est vraiment arrivé au point où on devait arriver? Ben, on sait pas puisqu'on l'a pas défini. En gros, c'est voilà, ça pour moi. mais merci Étienne, qui dit, «On adore nos psys». Coucou Étienne, coucou, on est content que tu sois là. Pas objectif du tout, mais c'est pas grave, on prend pour Tania et pour Anne. Et alors, du coup, je vais aborder un sujet qui va pas faire plaisir, mais si on aborde le sujet, des tests, tant qu'on y est, les tests qui font un peu beaucoup polémique, c'est le MBTI et le DISC utilisés dans le cadre du recrutement. Quels sont vos voilà, partagez-nous un petit peu vos regards et votre expertise sur ces Ouais. 2 tests-là. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les utilise, on les utilise pas? Alors, Qu'est-ce qu'on en fait? j'ai appris récemment. Déjà, qu'est-ce que c'est peut-être pour Ouais, rappeler ouais. un peu? Vas-y. Le MBTI, c'est un test de personnalité qui va nous classer selon 4 intitulés. Donc, c'est les INTJF, enfin, ENT, voilà. Comme vous voyez, c'est Avec des lettres. bizarre. Ils sont même sur Tinder. C'est horrible. Même Ah sur bon? Tinder, il y a maintenant le profil, oui. Donc, dès que C'est quelqu'un pas là, vrai. je swipe à gauche. Parce que c'est pas C'est possible. comme les signes astrologiques, quoi. Voilà, ça me permet de trier. Et donc, ce test, j'ai appris récemment que la société MBTI ne le recommande pas au recrutement. C'est-à-dire qu'ils refusent même de le vendre. Eux-mêmes, Au recrutement. Tu me dis d'accord. non, Anne? Ah, j'ai un client qui m'a dit j'ai appelé le MBTI, ils m'ont dit non. Oui, non, je suis d'accord. Enfin, c'est pas du tout un Ah outil oui. pour le recrutement. En fait, il y a quand même 2 grandes dimensions, enfin 2 grandes théories de la personnalité. Il y a celle dont on a parlé tout à l'heure, qui est les Big Five, qui est très structurelle et qui est celle qui est utilisée par en général, les bons outils d'évaluation psychométrique. Ça veut pas dire que ce sont tous des bons outils, mais sur cette base théorique-là, en général, ça fonctionne mieux. Et effectivement, il y a après tous les outils, mais qui sont plutôt liés au développement personnel, au coaching, à l'accompagnement managérial, qui sont basés sur la théorie qui est extraite des travaux de Jung, effectivement, définie en 4 grandes dimensions bipolaires, voilà, avec des lettres et machin, ça fait 16 profils et c'est formidable. Le disque a encore édulcoré un peu plus ce truc-là et maintenant on devient des couleurs. Et donc, ouais, on entend, nous, des recruteurs, hein, nous dire, ah non, mais vous comprenez, mon codir a beaucoup de rouge, il faudrait que j'ai un jaune. Pardon. Donc, du coup, enfin voilà. Mais effectivement, ces outils ne fonctionnent pas parce qu'ils sont, en termes de passation, trop rapides. Le traitement statistique est trop manichéen en recrutement et trop sensible à ce qu'on va appeler la désirabilité sociale. C'est-à-dire que bah, on veut Oui. recruter tel job, voilà ce que j'ai capté de la boîte. En fait, on peut très vite orienter les réponses et quelque part être en recherche d'adéquation à la demande plutôt que vraiment en authenticité. Donc, ces outils, ils nous font passer à côté. Par contre, une fois que j'ai recruté la personne, on a vraiment bossé le sujet. Là, c'est intéressant si dans mon équipe, on a utilisé ces outils-là, de le faire repasser et là, de regarder la carte de l'équipe, de dire tiens, comment tu t'es inscrit, ok, c'est hyper intéressant. Là, ça devient un outil de mise en dynamique d'une équipe, en fait. Et oui, ils sont pas, il n'y en a aucun normalement qui est recommandé. Le MBTI, il n'est pas recommandé, le disque, il n'est pas fait pour ça, Processcom non plus, Ennéagramme, j'en parle même pas. Et là, je suis ferme sur le sujet, quoi. En tout cas, c'est mon point de vue. Ok, et Tania aussi, tu veux. Oui, alors, je valide ces points-là. Moi, j'avoue que je suis quand même un peu déçue parce que je m'attendais un peu à ce que vous ne soyez pas d'accord sur des trucs. Et en fait, vous êtes d'accord sur tout. Franchement, là, la promesse de ce live, elle n'est pas tenue. Je suis pas d'accord. Si tu veux, j'ai un point de vérité, je suis pas d'accord. Vas-y. Parce que Anne, donc, ce que j'ai bien compris, t'expliquer que l'intérêt aussi de prendre en compte la mesure de la personnalité chez quelqu'un, et je peux comprendre parce que c'est vraiment une des grosses plus-values, c'est de recruter quelqu'un qui pourra rester longtemps dans ton entreprise. Parce que c'est ça, en fait. C'est ce que tu as besoin. C'est le côté durabilité, c'est de rester quelqu'un qui va accepter les conditions pendant très longtemps. Je pense que cette logique, elle a un peu changé depuis que le monde du travail a changé. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, on recrutait des gens pour qu'ils restent 30 ans dans notre entreprise. Et donc, c'était très important de pouvoir prédire aussi combien de temps la personne va rester dans mon entreprise. Je trouve qu'actuellement, dans beaucoup de contextes, dans beaucoup de postes, en vrai, je me suis dit qu'en vrai, j'avais besoin de quelqu'un de compétent et c'est que la personne, elle restait que 2-3 ans, et ben c'est pas grave. En vrai,
il y a ce truc-là de prédire sur du long terme, c'était plus aussi grave. Alors, je mets juste le haut là sur un seul cas. C'est qu'il est toujours quand même intéressant de ne pas envoyer quelqu'un dans un milieu qui va le faire souffrir psychologiquement. Donc, c'est l'alerte que je me mets quand j'essaie de prédire quand même à quel point la personne elle est en adéquation avec le culture fit, en tout cas la culture de l'entreprise. Je suis prête à accepter des gens qui n'ont pas exactement 100% d'adéquation, sauf si ça les met en danger. Non, mais je suis d'accord avec toi en vrai. Oh Non, mais c'est vrai. Non, mais je suis d'accord parce que oui, à un moment donné, je me souviens d'une évaluation, là, parce qu'on en fait à Bâle, des évaluations de personnalité de potentiel. C'était pour une fonction de direction de l'innovation et pour une boîte dans l'agroalimentaire. Donc, ça remonte à quelques années, je me souviens de ce truc-là. Et en fait, il y avait un gars, ils avaient vraiment besoin de renverser la table, de recréer de la gamme, d'aller capter du marché. Effectivement, le mec, potentiellement, bon, il avait, je me souviens, c'était plutôt l'ego qui était un peu surdime. Mais effectivement, c'était dit avec le dirigeant, bah ouais, peut-être qu'il va être là pendant 2-3 ans, mais en vrai, c'est OK. Voilà. Et par contre, le truc, il était en transparence avec lui. Bah, on pense que dans 2-3 ans, vous allez vous ennuyer, il y aura peut-être une comptabilité, le boulot aura été fait. C'est OK, pas OK. Et en fait, et donc, ils ont fait le deal parce que et c'est exactement ce qui s'est passé. Le gars a dû partir au bout d'un tout petit peu plus de 3 ans. Et voilà. Et donc, effectivement, il y a mais ça revient à la notion de temps et de mon espace marché. Enfin, voilà, qu'est-ce que je veux faire, dans quelle perspective, en fait. Donc, mais oui, après, moi, je trouve que c'est de se dire dans quelle durabilité j'ai envie de m'inscrire avec le plus possible la possibilité de grandir ensemble et que tout ça soit fertile. Mais je suis d'accord avec toi, les cycles sont beaucoup plus courts, ça c'est clair. Et comment je fais quand même pour maintenir un socle qui ne se dénature pas avec les départs et avec les nouvelles arrivées? Et alors, je vois que dans le chat, ça parle pas mal formation, notamment le fait de pas jouer aux apprentis sorciers avec les outils et l'importance de se former. Je vois Étienne qui soulignait ça, Johanna aussi. Peut-être que ça permet de faire un lien avec un sujet sous-jacent, mais c'est la posture du recruteur face au hiring manager. Si on en revient d'ailleurs à l'étape du brief et tout cet audit, il y a aussi ça qui entre en compte, c'est la capacité du recruteur, sous réserve qu'il ait été formé et qu'il ait travaillé sur cette posture, cette capacité à challenger un peu les hiring managers. Parce qu'il y a aussi une question de posture qui est hyper importante. Moi, je l'ai vécu, hein, j'étais recruteuse avant et il y a eu plein de situations où voilà, j'allais questionner mes clients et puis au bout d'un moment, parce que j'ai pas forcément la bonne posture, je finis par lâcher l'affaire et prendre ce qu'ils veulent bien me donner comme information et puis je vais pas creuser plus loin. Et c'est là que je voyais ma limite en tant que recruteuse. Donc, il y a un vrai sujet autour de la posture, non? Aussi. Et de la formation. Tu veux répondre, Tania? Ouais, et ben moi ça a été un gros problème lorsque j'ai été responsable, lorsque j'ai pris en charge une équipe recrutement. C'est que donc je suis psy et je trouve que en psychologie on est très formé sur ces domaines-là et c'est très bien. En fait, on a le côté approfondi parce qu'on nous apprend même à créer les tests et les méthodes d'évaluation. Par contre, lorsque j'ai recruté des personnes qui n'avaient jamais fait de recrutement, je les ai formées moi-même au recrutement, je suis pas allée jusqu'à leur apprendre le côté personnalité. Pour moi, c'était hors skills de quelqu'un qui n'est pas psychologue. Il y avait ce truc-là de en fait, soit je suis d'accord de passer beaucoup de temps à les former sur cet aspect, à ce qu'on revoie ensemble des analyses et qu'on interprète ensemble, comme j'ai été formée moi-même à la SNCF, soit on le fait pas en fait. Soit c'est trop dangereux de le faire si je ne connais pas les risques, si je ne sais pas les interpréter. Donc à l'école du recrutement, je réfléchis comment je peux aider les gens sur cet aspect, mais j'avoue que j'ai pas encore beaucoup développé l'aspect évaluation de la personnalité. Pour l'instant, dans mes formations, je me dis, en fait, on va déjà évaluer les connaissances, les compétences comportementales, les savoir-faire, ce qui est en haut de l'iceberg, en vrai. Si on fait un iceberg avec qu'est-ce que je peux évaluer de façon assez fiable avec des questions et des mises en situation, ça va être les connaissances et les savoir-faire comportementaux. Ce qui est très au fond, donc ce qui a inféré, ce qui est au fond du cerveau des gens, la personnalité et les aptitudes cognitives, pour moi,
c'est trop loin, ça demanderait beaucoup de temps. Et je préfère mettre une limite et dire aux gens, vous ne pouvez pas l'évaluer sans test et formation spécifique à ça. Je suis très claire, on ne va pas faire semblant. Okay. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Nous, c'est pareil, quand on forme et on partage, on forme sur les biais, on forme quand même globalement sur ce qui peut composer la personnalité, on éveille justement à la vigilance sur attention, qu'est-ce que vous mettez derrière tel mot, en vrai, qu'est-ce que vous voudriez évaluer. On regarde les mécanismes de défense aussi ou et les leviers de motivation en profondeur. Et c'est vrai que la personnalité, ça devient lourd. Et c'est là où je trouve qu'il y a une responsabilité potentiellement du côté des éditeurs de tests, mais une vraie responsabilité déontologique. Hein, c'est même pas éthique, là, c'est de la déontologie. Il y a un code de déontologie quand on est psy. Et effectivement, il y a du vite fait, bien fait, et on tombe dans un risque dans un biais que je trouve dont on parle pas assez, c'est le biais d'immunité. J'ai été formée au biais, j'ai un outil de personnalité, donc en gros, maintenant, je suis au-dessus du cadre. Et c'est comment, dans le travail d'analyse de pratique, en fait, on peut aussi se remettre en question et pas tomber dans cet impair-là, déjà prioritairement. Et après, oui, si on a envie de pousser sur la notion de personnalité, de théorie, moi, j'encourage, mais c'est vrai que ça peut être de longue haleine. Ça peut être de longue haleine aussi, ouais. Il faut faire gaffe à son immunité. Ouais. Vas-y. Non, je disais, il y a Yann justement qui dit que lui, effectivement, on lui a demandé d'utiliser des solutions de test, mais il n'a jamais été formé à les utiliser. Tu vois? Voilà. Ouais, c'est très dangereux. Ouais. Non, c'est très dangereux. Justement, j'étais jeudi en formation et j'ai juste montré un graphique sur la validité prédictive des tests de personnalité, à quel point juste une dimension de la personnalité permet de prédire la performance. Et les gens étaient très choqués que ce soit aussi bas. Et m'ont dit, ah ouais, en fait, je connais des gens qui font confiance à 100% aux tests de personnalité. En fait, qui vont vraiment prendre le score et dire, ah ok, c'est ça. En fait, je recrute que sur ça. Et qui, en conclusion, n'ont pas assez de connaissances en fait pour comprendre les problèmes sur ces tests. C'est vraiment l'illustration de l'effet Dunning-Kruger. Voilà, moins j'ai de connaissances, plus j'ai confiance dans ce que me dit l'outil. Donc j'allais sur cet aspect. Simpliste, de simplification et donc simpliste, là où en fait, ce qui est quand même vachement chouette dans la nature humaine, c'est sa complexité et que c'est ok avec ça. Justement, au contraire, quoi. Soyons curieux mais c'est le bas de l'iceberg là dont tu parles, il est non, il est très intéressant, mais en fait, je ne peux pas te l'apprendre en 7 heures de formation. Enfin voilà, c'est pas décent de se dire qu'on va l'apprendre en 1 ou 2 journées de formation. Et on l'apprend en combien de temps alors? Je sais pas. T'es en train de nous dire que c'est sans espoir ou Non, je réfléchis. Le master recrutement, peut-être un jour. Le master, oui, peut-être. Très ambitieux. En tout cas, on arrive à 2 minutes de la fin. Est-ce qu'il y a des points que vous auriez aimé aborder, qu'on n'a peut-être pas abordé, pour éviter que vous repartiez frustrés de ce live, les filles? Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez dire? Et vous dites là, c'est le moment, je vais pouvoir conclure avec ça. Ouais, moi peut-être ce que j'ai envie de dire, c'est que je pense qu'on a tous la responsabilité là du thème dans lequel on est embarqué. Et j'invite tout le monde à se poser la question depuis quand il n'a pas préparé vraiment une grille d'entretien en recrutement, vraiment. Donc avec effectivement ce travail de brief avant, de remouliner la chose et de dire ok, quelles questions il faut que je pose et de regarder le profil LinkedIn ou les éléments que j'ai du candidat et venir se rechallenger, ne serait-ce que prendre 5 minutes de préparation d'entretien. Parce que rien que ça, je pense que ça pointe du doigt là où on est quand même tous, je pense, à prendre en défaut. C'est qu'on va beaucoup trop vite, on improvise, on se repose sur nos acquis et du coup, il n'y a rien de tel pour que les biais y aillent, les stéréotypes que tu envoies là et le feeling s'en empare. Et là, il y a faute. Et on ne peut pas rejeter sur l'autre après que ça ne soit pas OK dans l'entreprise si nous-mêmes, on n'a pas pris ces 5 minutes-là de responsabilité. Tania, tu veux compléter? Ouais. Moi, je dirais qu'en fait, il n'y a pas de réponse simple à toutes les questions auxquelles on se pose au recrutement. Il n'y a pas de est-ce que la personnalité marche, est-ce que c'est les compétences techniques, est-ce que les tests marchent. En fait,
tout marche selon si tu l'utilises bien dans ton contexte, si c'est important pour le poste dans lequel tu recrutes. Et c'est vraiment ça, c'est se demander qu'est-ce que j'ai besoin. En fait, l'erreur que je vois souvent, c'est des gens qui veulent construire des gros process et que ce soit tous les mêmes process pour tous les postes. Voilà, c'est l'étape, qui veulent les mêmes critères et les mêmes process, quel que soit le poste. Et en fait, il faut vraiment arrêter ça. Chaque poste mérite son process, de réfléchir à un vrai process et qu'est-ce qu'on va évaluer et à quel moment. On ne traite pas les candidats de la même façon selon le poste aussi et selon le volume dans lequel on reçoit les candidats. Donc, bien réfléchir en fait plutôt par poste que par quel est le process de mon entreprise. Donc vraiment, les tests de personnalité, ça peut être une plus-value. Tous les choix sont justifiables. Préférer les compétences techniques ou préférer la personnalité, ça va dépendre de tellement de facteurs contextuels, du poste, d'à quel point mon manager est prêt à former, accompagner les gens, à quel point l'entreprise est prête aussi à attendre que la personne soit performante. Il y a trop de facteurs qui font que on va mettre en priorité un critère plutôt qu'un autre. Et donc, il faut vraiment designer son process d'évaluation par rapport à un poste. Très clair. Bah, écoute, je pense que ça fera un bon mot de la fin justement, puisqu'on est arrivé au bout de ce live. Il y avait beaucoup de choses à dire, c'était hyper intéressant. Je trouve que c'était important aussi peut-être de reclarifier un peu, parce que c'est vrai que c'est un sujet, comme on l'a dit en intro, qui fait encore beaucoup débat. Il y a beaucoup d'opposition entre personnalité et compétences techniques. Et moi, je trouvais ça chouette de pouvoir comprendre un peu ce qu'on mettait derrière les mots. C'est peut-être même ça la base finalement, comme on l'a vu à travers le brief, de voilà, vraiment dire qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là, questionner, se challenger, prendre le temps aussi, Anne, comme tu l'as évoqué, pour se préparer, retravailler ses grilles, etc. En tout cas, c'était super chouette de vous avoir toutes les deux aujourd'hui. Je suis trop contente qu'on ait pu vous réunir. On salue bien Sylvia qui doit être dans les coulisses. C'était chouette de pouvoir organiser cet événement avec vous. Je vais spoiler un tout petit peu, mais on se retrouve en mars pour la prochaine Caméra Café du recrutement. Et je ne vais pas en dire plus, mais on sera sur un sujet plutôt IA. Ouais, je sais, on n'est pas très originaux pour le coup, mais on l'abordera avec un aspect très pratico-pratique pour une fois. Et ça, je trouve que c'est ça qui est surtout important. Merci à tous, vous avez été hyper impliqués. Il y a eu beaucoup de réactions, de messages. On va prendre le temps de vous relire a posteriori. On reviendra si jamais il y a des questions qui sont restées en suspens. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Moi, j'ai passé un super moment. Merci Anne, merci Tania et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup.